et l'éloquence du cœur et l'éloquence de la raison et qui a servi comme personne et le socialisme et la liberté et à cet instant l'abolition. Sa culpabilité ne s'examine pas. Elle exige l'anathème, puis la condamnation automatique. Tous les jours, la nation plébiscite la France combattante. Ni les multinationales, ni les lobbies, ni les coalitions, aucune puissance au monde qui leur rend leur dignité et non pas de la guerre pour tous contre tous. Bonjour, bienvenue dans l'école de l'éloquence présentée par Lysias Paris 1. Lysias qui est, je vous le rappelle, cette association étudiante qui organise régulièrement le concours d'éloquence de Paris 1 et les grands procès historiques que l'on connaît, celui avec Marc Bonan sur les fleurs du mal et un procès historique qui arrive bientôt, celui de Socrate. J'espère que vous l'apprécierez. Nous avons aujourd'hui, pour cette école de l'éloquence, la chance d'avoir le président de Lysias Paris 1, Grégoire Belmont. Grégoire, merci beaucoup d'avoir accepté. Bien, merci beaucoup Gaspard pour ton invitation. Nous sommes très heureux de t'avoir ici. Alors, quel est le point que tu aimerais aborder aujourd'hui ? Alors, nous allons donc introduire aujourd'hui cette école de l'éloquence qui est destinée à vous tous, chers amis, qui voulez progresser dans la maîtrise de l'art oratoire. Vous avez sans doute vu énormément de modèles, de grands orateurs qui, par un talent qui sort de l'ordinaire, arrivaient à subjuguer les foules. Il va vous falloir oublier ces modèles, car on croit souvent qu'un orateur est une sorte d'extraterrestre. Mais rassurez-vous, le premier conseil qu'on pourrait donner à quelqu'un qui voudrait progresser dans la maîtrise de cet art si délicat, c'est de toujours rester soi, de toujours conserver le naturel. On cherche souvent, par des mots alambiqués, par des tournures compliquées, à montrer sa vélocité intellectuelle, mais il faut savoir que le plus grand défaut qu'un orateur puisse avoir, c'est de s'éloigner par son style, du style usuel d'une conversation, au point que très souvent les grands maîtres sont ceux qui sont éloquents sans que l'on s'en rende compte. Le bâtonnier Jacques Charpentier avait été félicité une fois pour sa maîtrise de l'art oratoire et pour son éloquence. Il avait été horriblement vexé, puisqu'il a dit qu'il aurait préféré que l'auditoire ne s'aperçoive pas qu'il était éloquent. Donc le naturel, c'est sans doute le premier fondement d'un bon orateur. Oui, il ne faut pas tomber dans la caricature de l'orateur, il faut être vraiment soi-même quand on défend, il ne faut pas commencer à avoir des grands gestes, des grands mots qui ne correspondent pas à la personne que l'on est, on ne trompe pas finalement son public. Absolument. L'éloquence a 3 missions. Ces 3 missions, elles sont celle d'instruire, celle d'émouvoir et celle de persuader. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, bien sûr, Cicéron distingue ces 3 missions et elles sont fondamentales dans tout discours. D'abord, dans un discours, il va vous falloir plaire à votre auditoire. Si vous êtes désagréable à son égard, si vous l'agressez par vos arguments, eh bien forcément il n'aura pas envie d'être convaincu, même si en soi vous avez raison. Donc il est important de commencer par capter sa bienveillance, de lui dire des choses gentilles, de lui dire surtout des arguments qui, à lui plaisent particulièrement. Donc il y a un énorme travail d'adaptation d'un discours afin de plaire à un public donné. Alors pour plaire, on va utiliser des mots qui correspondront à un style modéré, entre le style simple de la rue, le style de tous les jours, et entre un style beaucoup plus orné qu'on va utiliser davantage pour émouvoir. Ce style tempéré va vous permettre à la fois d'incarner une certaine prestance, une certaine importance, sans pour autant écraser votre public. Au contraire, vous l'honorerez par le choix de vos mots et par le ciselage que vous savez mettre à vos phrases. Après, donc, il y a la fonction d'enseigner. Alors, je n'ai pas de développement particulier à faire dessus. Pour enseigner, il faut utiliser un style simple, un peu le style de tous les jours, assez dépouillé. Et puis, enfin, il y a la fonction d'émouvoir. Alors, trop souvent, celle-là, on l'oublie. Quand on fait un discours pour un mariage, par exemple, quand on fait un exposé devant sa classe, on oublie que tout discours, pour être complet, se doit de toucher la sensibilité auditoire, pour la simple et bonne raison que très souvent, un discours va précéder une action. Un politique va faire un discours pour que les gens votent pour lui, un avocat va faire un discours pour que le juge tranche en sa faveur, et pour influer sur la volonté d'un auditoire, il faut d'abord influer sur sa sensibilité. Et même si votre discours a pour unique fonction d'enseigner, eh bien, il faut enthousiasmer un auditoire. Si vous l'enthousiasmez,
si vous parvenez à impulser une certaine énergie, une certaine force de conviction dans votre discours, eh bien, il aura envie d'être convaincu, il aura envie de croire en ce que vous lui dites, car ce que l'on aime, on a envie de le croire. Voilà. Donc, pour enseigner, il vous faut également émouvoir. Oui, donc il faut avoir une vivacité constante, il faut être véritablement pris par son sujet, emporté par un flot de conviction finalement. C'est ça la grande qualité que tu es en train de développer. Alors tout à fait, s'il fallait désigner une deuxième grande qualité pour un orateur, ce serait la conviction. Pierre-Antoine Berryer, grand avocat du 19e, disait bien que l'éloquence n'est pas dans l'esprit qui peut séduire, mais elle est bien dans le cœur. Si vous êtes convaincu, vous parviendrez à convaincre. Alors cette conviction, ce regard d'amour que vous allez poser sur une cause va d'abord jouer un rôle avant le discours lui-même, puisque vous allez ruminer votre discours, ruminer votre pensée, méditer sur ce que vous allez dire, et puis après, au moment même, il s'agit de presser son auditoire par une passion toujours présente, de toujours aller à la rencontre de la personne qui vous écoute et qui, quelquefois, est tentée de partir et de ne plus vous écouter. Par votre conviction, par les sentiments que vous saurez impulser, vous pourrez recentrer son attention. Saint François de Sales, très grand restaurateur de l'éloquence au XVIIe, disait « Il faut que vos paroles soient enflammées, non par des cris ou actions démesurées, mais par l'affection intérieure. Il faut que vos paroles sortent du cœur plus que de la bouche, car on a beau dire, mais la langue parle aux oreilles et le cœur parle au cœur. » Oui, c'est le fameux discours de Badinter à l'Assemblée nationale, contre la peine de mort. Il veut abolir la peine de mort, et il a fait ça toute sa vie finalement avant les prétoires, et désormais il le fait à l'Assemblée nationale, c'est sa consécration, et on voit qu'il y a vraiment une âme qui l'anime. Tout à fait. Donc le naturel, la conviction, la troisième grande qualité de l'orateur, selon toi? Eh bien, je dirais que c'est l'adaptation à un public. Trop souvent, on a tendance à croire que l'art oratoire, c'est de la littérature. On est éloquent si on fait de belles phrases, très ornées, mais pas du tout. On s'adresse à un auditoire particulier, dans un but particulier. Il ne faut jamais le perdre de vue, et donc il faut toujours adapter votre vocabulaire, adapter vos arguments à un auditoire. Et surtout, adapter votre ton, savoir varier entre des moments plus intenses au niveau du ton, où vous ramassez vos propos pour émouvoir, et des moments plus calmes, où vous détachez vos propos pour les souligner et pour que l'auditoire puisse les mémoriser. Alors, il va vous falloir inventer des histoires au sein d'un discours, utiliser des phrases un peu bêtes parfois, faire des silences, tout cela pour créer une âme collective, une émulation dans ceux qui vous écoutent, et c'est la création de cette âme collective dans votre auditoire qui constitue le secret et la réussite de l'éloquence. Donc, trois qualités, le naturel, la conviction et l'adaptation. Et il me semble qu'il y a une quatrième qualité essentielle, et on pourrait donner un conseil très pratique à ceux qui nous écoutent, c'est la sincérité de l'orateur. L'orateur qui ne, et ça rejoint un petit peu ce que tu disais, qui ne joue pas un rôle, mais qui est véritablement dans une démarche de plaidoirie, notamment, on le voit trop souvent dans des concours d'éloquence, de jeunes étudiants qui arrivent en demandant la peine de mort pour un vulgaire graffeur, ou la déchéance de nationalité pour celui qui a été exhibitionniste. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette exigence de sincérité et de congruence, finalement, avec son discours? Oui, également, il y a une exigence de sobriété dans un discours. Si on en fait trop, si on est trop arrogant, trop sûr de soi, eh bien cette sûreté, en quelque sorte, va déstabiliser et va offenser un auditoire. Il faut toujours avoir une certaine fragilité quand on parle, car la fragilité a quelque chose de séduisant, et par-delà cette fragilité, une certaine mesure. Ne demandez que des choses mesurées. C'est ainsi que ce qu'on soutient semblera vraisemblable. Quelquefois, le vrai n'est pas vraisemblable, et tout le travail de l'orateur, c'est de faire cette jonction entre la cause vraie qu'il défend et le vraisemblable, pour la rendre mesurée, vraisemblable et donc crédible. Oui, c'est essentiel. C'est une question de crédibilité. Si on est dans l'excès, alors tout notre discours en est ébranlé parce qu'on a perdu cette crédibilité au regard de notre auditoire, ne serait-ce que sur une demande un petit peu étonnante ou sur des propos qui n'ont rien à voir. Quand dans le cadre d'une plaidoirie, on parle de la République qui est menacée parce que quelqu'un s'est mis nu dans la rue, personne n'y croit. Bien sûr, il faut éviter les propos trop généraux, trop flous, trop café du commerce. Ça lasse très rapidement.
Merci beaucoup Grégoire pour cette première vidéo et merci à vous de nous avoir écoutés. Nous allons vous présenter tout au long des semaines qui arrivent différentes phases de ce qu'est pour nous les clés de l'éloquence, c'est-à-dire notamment l'argumentation, la structure d'un discours, mais aussi la tenue du discours en général, le style, la vivacité, la passion dont on doit faire preuve. Nous espérons au cours de ces vidéos de vous transmettre certaines clés, certains avantages, certains atouts pour maîtriser mieux votre parole en public et nous espérons que ces vidéos vous auront été utiles. Merci beaucoup de les avoir suivis, merci Grégoire. Merci Gaspard. À bientôt.